Donc, le premier projet, c'est sur les expériences des étudiants au Québec euh, en logement pendant la pandémie. Et aujourd'hui, la présentation sera axée sur cette question d'avoir déménagé en raison de la pandémie. Donc, les étudiants qui se sont dit qu'il fallait déménager euh, pendant la pandémie pour des raisons liées directement à la pandémie. Et la deuxième question, c'est sur la question des résidences étudiantes privées et en fait des limitations de ce secteur immobilier de niche. Donc là, on est vraiment dans la perspective des investisseurs et du secteur immobilier. Et donc, c'est plutôt, c'est pas vraiment de la perspective des étudiants, mais plutôt de la perspective du marché foncier immobilier. Donc, le premier projet, c'est en partenariat avec l'UTIL, l'unité de travail pour l'implantation du logement étudiant, un OBNL québécois qui travaille sur le logement étudiant et surtout dans le but d'établir des logements étudiants au Québec sur un modèle coopératif. Et UTIL mène de temps en temps des sondages des étudiants. Donc, on utilise ici des données de l'enquête phare 2021. Ce qui est le sondage le plus récent, c'était un sondage mené vers le début de 2021, environ février. Et c'est un sondage des étudiants universitaires au Québec et au Canada. C'est distribué à tous les étudiants universitaires ou presque au Québec et certains établissements dans le reste du Canada. Donc, il y a beaucoup plus de données au Québec et c'est beaucoup plus complète, disons. Donc, il y a bien sûr des informations sociodémographiques, mais vraiment, puisque l'UTIL est un organisme qui s'intéresse au logement, il y a bien sûr des questions sur le logement et en particulier des questions sur l'impact de la COVID-19. Et donc, il y avait presque 10 000 répondants au Québec, dont à peu près 7 000 avec des réponses complètes pour les fins de notre analyse. Et parmi ces répondants, 14% ont déclaré qu'ils ont déménagé à cause de la pandémie. Et donc, c'est difficile à dire si l'échantillon est vraiment représentatif. Je pense que c'est probablement pas terrible, mais en fait, la raison pour laquelle l'UTIL fait ce sondage, c'est parce qu'il y a vraiment une manque de données sur les étudiants au Canada et au Québec, et surtout sur des questions de logement. Donc, 14% de l'échantillon a déménagé à cause de la pandémie. C'est notre point de référence pour la suite. Donc, on voit le taux de déménagement par genre. On voit en fait qu'il y a une différence assez importante entre les hommes et les femmes, environ 4 points de pourcentage. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ceux qui ont déclaré une autre identité de genre, c'est-à-dire trans, non-binaire, etc., étaient doublement plus susceptibles d'avoir déménagé à cause de la pandémie. Donc, un peu plus d'un quart des personnes qui se sont identifiées comme telles ont déménagé à cause de la pandémie. Donc, je pense que ça démontre vraiment clairement comment une des manières par lesquelles la pandémie renforce des inégalités qui existaient déjà dans le logement. On sait déjà que ces personnes étaient déjà souvent dans des situations
précaires en logement. Donc, on voit que c'est encore le cas avec la COVID. Par contre, si on regarde le taux de déménagement selon la racisation, on voit très peu de différence entre les minorités visibles et les non-minorités visibles. En fait, ce n'est pas du tout significatif. Une limite, évidemment, c'est que toutes les minorités visibles sont regroupées ensemble, comme on a vu dans la présentation de Xavier Saint-Denis ce matin. C'est tout à fait possible que le taux soit différent entre des différentes sous-groupes de minorités visibles. Mais nos données ne nous permettent pas de faire cette différenciation. C'est ça. Mais en gros, c'est un peu rassurant qu'il n'y avait pas de grand écart entre ces deux groupes. Et finalement, si on regarde le taux de déménagement par statut d'immigration ou de citoyenneté des étudiants, on voit que les étudiants québécois ou québécoises étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir déménagé que des étudiants canadiens hors Québec ou des étudiants internationaux. Ce qui s'explique probablement par le fait que certains étudiants québécois habitent avec leurs parents et par définition, ce n'est pas possible pour les étudiants internationaux ou canadiens hors Québec de vivre avec chez leurs parents s'ils étudient au Québec. Donc, c'est un peu par ça, à cause de ça, mais j'avoue que je ne sais pas exactement à quel point c'est pour ça. Mais quand même une différence significative entre ces groupes, encore une fois. Donc ensuite, c'est un modèle préliminaire, une régression logistique. On regarde si un étudiant a déménagé en fonction de ces variables. Et je ne veux pas vous ennuyer avec tous les détails des coefficients, etc. Mais je veux juste parler des résultats. En gros, on voit, comme on vient de voir, dans le modèle, quand on contrôle pour les autres variables, on voit quand même que les femmes et les autres identités de genre sont plus susceptibles d'avoir déménagé. On voit quand même, on voit toujours qu'il n'y a aucun effet d'être minorité visible et que les étudiants canadiens et internationaux sont toujours plus susceptibles d'avoir déménagé, même contrôlant ces autres facteurs. On voit que les étudiants plus âgés et les étudiants qui ont des enfants ont été moins susceptibles d'avoir déménagé, probablement parce que c'est lié avec des ménages plus stables. Peut-être qu'il y a un conjoint, donc un revenu partagé entre un ménage qui est plus important. Et par exemple, avec des enfants, il y a d'autres raisons pour essayer de rester en place. Même s'il y a des raisons pour déménager, on va peut-être essayer de rester en place pour, par exemple, garder sa place en garderie ou à l'école ou quoi que ce soit. Ce qui était un peu surprenant, c'est qu'on a vu en fait que les étudiants à faible revenu sont plus susceptibles d'avoir déménagé, mais il faut comprendre que c'est ces étudiants qui ont des revenus qui ne sont pas des revenus de zéro. Donc, les étudiants qui ont des faibles revenus sont plus susceptibles d'avoir déménagé que des étudiants qui n'ont pas de revenus du tout. Et je pense que c'est parce que les étudiants qui n'ont pas de revenus du tout ont souvent des épargnes ou du support parental. Donc, ils ont une certaine stabilité. Et bien sûr, au-dessus d'un certain seuil de revenus, on peut s'assurer plutôt une stabilité résidentielle. Mais on voit, ce n'est pas du tout surprenant, mais on voit que ceux qui ont subi une perte de revenus à cause de la pandémie ont aussi été plus susceptibles d'avoir déménagé.
ainsi que les étudiants avec des dettes étudiantes. Et ensuite, je vais vous parler du deuxième projet. Nick, Avant Nick, tu as parlé 15 minutes. OK, merci. Donc, un dernier point, c'est qu'on a aussi des questions à développer sur, on a des données sur les raisons pour lesquelles les étudiants ont déménagé en un peu plus de détails. Donc, on pourrait travailler sur cette question un peu plus à la prochaine étape. Ensuite, pour le deuxième projet sur les résidences étudiantes privées, juste comme point de contexte, c'est devenu une classe d'actifs dite mondiale, pourtant en émergence au Canada, donc mondiale entre guillemets, parce que ça n'existe pas partout. On pourrait penser à ça comme une type de gentrification où les résidences étudiantes privées, hautes de gamme, souvent des chambres, des unités de 5 chambres partagées par des étudiants, sont développées et on transforme des quartiers, donc un type de gentrification. Mais je soulignais aussi que c'est un mécanisme pour soutirer des loyers plus élevés aux étudiants. Donc, j'ai écrit des autres articles là-dessus. Je ne veux pas entrer dans les détails, étant donné le temps qui file, mais juste pour dire qu'il y a aussi des effets négatifs pour les étudiants de ce type de construction. Et donc, la question, c'est, étant donné que des étudiants étudient au moins temporairement à distance à cause de la pandémie, c'est quoi l'impact sur ce secteur et comment les investisseurs se positionnent ou essaient de positionner ce type d'actif comme un bon investissement malgré la pandémie. Et on voit, premièrement, un focus sur le long terme. Donc, on voit, par exemple, un exemple du Royaume-Uni où en fait, la plus grande fournisseur de logements étudiants a offert des remboursements aux étudiants. Et il faut souligner que ce n'est pas l'altruisme, ce n'est pas un projet philanthropique. C'est parce qu'ils savent que les petits propriétaires n'ont pas les ressources pour offrir ce type de remboursement aux étudiants. Et donc, c'est pour se positionner comme une meilleure option à long terme. Et on voit aussi la type de construction. On voit qui se concentre sur des modèles qui, c'était un peu difficile à lire avec la clôture ici, mais c'est student living design for social distance. Donc, les logements étudiants conçus pour la distanciation sociale, c'est-à-dire c'est une question de design et de repenser le design de ces logements-là pour se positionner comme être plus sécuritaire en contexte de crise sanitaire. Et on voit, c'est souvent une question de hygiene theater, comme on l'appelle. C'est vraiment du spectacle. Ce n'est pas forcément des interventions qui sont efficaces contre la COVID. Et on voit aussi une sorte de... La définition des logements étudiants devient de plus en plus floue parce que les fournisseurs veulent éviter cette situation où les logements pour les étudiants n'attirent pas des clients parce que les étudiants sont à distance. Donc, on voit l'intégration du co-housing, par exemple. Donc, c'est pour essayer d'attirer un public un peu plus large. Donc, on voit ce type de mutation. Et ce sont des tendances qui étaient en cours même avant la pandémie, qui se sont accélérées à cause de la pandémie. Et donc, finalement, les grands investisseurs en logement étudiant, en fait, sont très optimistes parce que dans plein de contextes autour du monde, ainsi qu'ici au Canada, il y a quand même des pénuries de logements étudiants qu'on voit ici en Irlande, aux Pays-Bas, en Turquie. Donc, ils voient une opportunité de continuer de développer ce type de logement.
Le cas des Pays-Bas, c'est vraiment un cas extrême où en fait les autorités ont dit aux étudiants internationaux, si vous n'avez pas encore trouvé un logement, ne venez pas aux Pays-Bas parce qu'il n'y a rien. Donc, c'est vraiment un cas extrême. Et je voulais juste mentionner que ce n'est pas une crise de logement étudiant comme tel, mais les problèmes de logement étudiant s'inscrivent dans une crise de logement plus globale, plus large à l'échelle mondiale. Donc, je vais terminer là et